Se responsabiliser dans la vie, surtout dans une perspective de développement, c'est une assez bonne chose. Mais est-ce qu'on est vraiment 100% responsable de notre bien-être? Est-ce que tout le poids de nos succès comme de nos échecs repose sur nos épaules? Oh que j'avais hâte de te présenter cet épisode en mode on marche sur des œufs mais on assume, durant lequel j'échange sur la question avec Charlie-Maude Gingras, travailleuse sociale et propriétaire de la clinique psychosociale Autrement. Tu vas voir, on t'a cuisiné une pas pire belle omelette, juste assez piquante. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Salut! Bienvenue dans mon nouveau décor. Premier épisode de Foutrement Vrai. Une fois déménagé, changement de studio, j'ai le bonheur de recevoir Charlie-Maude aujourd'hui de la clinique Autrement. Comment vas-tu? Ça va bien, super contente d'être ici. Je recouvre un peu d'un rhume, mais tu sais, hein, le corps, des fois, a des façons de nous parler, hein, on l'écoute pas toujours, mais voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, On va sans doute en parler un peu aujourd'hui. Écoute, dans un premier temps, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'aimerais ça si tu pouvais nous parler un peu de toi, permettre à nos auditeurs, auditrices, de savoir un peu qui est Charlie-Maude. Oui, mais c'est ça, Charlie-Maude Gingras, je suis travailleuse sociale, propriétaire de la clinique Autrement ou Autrement clinique psychosociale, là, c'est les deux termes qu'on utilise. Je suis également, une maman, une conjointe, une amie, une personne qui aime le monde, vraiment, là, je pourrais le dire comme ça. Et en fait, moi, j'ai travaillé plusieurs années là, dans le réseau de la santé, des services sociaux comme travailleuse sociale, dans différents programmes. Bon, notre réseau de la santé étant ce qu'il est, ça bouge beaucoup, on n'a pas des mandats nécessairement constants. Puis à un moment, il y a comme eu une espèce de bris ou rupture dans la façon dont je pouvais avoir mes valeurs mises de l'avant dans mon travail dans le réseau de la santé. Et, tu sais, j'en suis venue à me poser des questions à savoir, bon, j'aime ça encore ça, être une intervenante? Est-ce que c'est encore quelque chose que je veux faire, accompagner les gens? Puis la réponse était oui, mais clairement, ce contexte-là me permet pas de le faire de façon alignée à mes valeurs. Tu sais, c'est vraiment ça qui ressortait. Et comme venue l'idée naïve, je pense, de créer une entreprise à ce moment-là. J'adore le terme naïf. Ouais, tu sais, il y a eu quelque chose de, OK, je sais que je veux pas ça. Je sais que ce que je veux, je le retrouve nulle part. Qu'est-ce que je fais? Je le crée. OK, allons-y. Bon, savoir tout ce que je sais, je sais pas si je me serais lancée dans le vide à ce point-là aussi vite, mais c'est bon, tu sais, parce que peut-être je l'aurais jamais fait, j'aurais été paralysée par la peur. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai fondé, là, Autrement, la clinique psychosociale. Donc, ça fait à peu près, là, 2 ans et demi, 3 ans qu'on est en opération. Puis, au départ, c'était moi toute seule, comme travailleuse sociale, là, qui offrait de la consultation individuelle, mais rapidement, c'est intégré, là, plusieurs autres professionnels, donc d'autres travailleuses sociales, psychoéducatrices. Puis, ce dont je suis, je pense, le plus fière par rapport à la clinique, c'est qu'on offre aussi beaucoup de services en prévention et en promotion de la santé mentale positive. Donc, on offre des services qui sont des ateliers, des fois, là, juste aux individus, monsieur, madame, tout le monde, sur des sujets de la vraie vie. Et on offre aussi là, des services à des organisations, des organismes, des écoles, des résidences de personnes âgées pour parler de santé mentale sans qu'on soit dans un moment aigu où ça va pas bien, mais en parler pour s'outiller aussi là, au quotidien. On a ça en commun, puis je peux comprendre l'écœurant titre des fois d'être dans le milieu parce qu'il y a beaucoup d'investissement qui est fait dans l'intervention, dans l'urgence, dans la crise, mais on sait
toi et moi, que le gros du travail dans un monde idéal devrait se faire dans la prévention, dans l'enseignement, pour qu'on ait les conditions optimales aussi pour mettre en Mais place oui, des outils. C'est pas évident quand on est en situation de crise de se retrouver à essayer de mettre en place des nouveaux outils comme personne, mais comme organisation aussi. Je exactement. comprends le terme autrement, il prend tout son sens dans votre façon d'intervenir aussi. Et là, ben, avant qu'on rentre dans notre Ouais. question clé, j'aimerais te poser une petite question à savoir un peu plus personnelle. En ce moment, là, bon, au moment où on enregistre l'épisode, pour les personnes qui nous écoutent, on est au mois de juillet, donc on est un petit peu en mode été. Comment est-ce que, dans tes multiples rôles, tu arrives à te foutre la paix en ce moment? Ouais, hey, c'est une grosse question parce que comment j'y arrive, honnêtement, j'y arrive pas tout le temps, tu sais, on va se le dire, c'est la première chose que je dépose ici. Mais cet été, ce que j'ai fait comme choix, c'est de partir poser mes valises en Gaspésie pour l'été. Donc, il va y avoir une partie que ça va être vraiment des vacances, off du travail. Puis l'autre partie, ça va être du travail en format allégé. Puis j'ai la chance là, que mes parents soient en vacances là, tout le mois d'août, donc ils vont pouvoir s'occuper de... pas s'occuper, mais m'aider dans mon autre rôle qui est celui de maman. Donc, puis autant profiter là, de leur petite fille. Donc, me foutre la paix, c'est d'accepter de l'aide, je pense, ces temps-ci, puis de dire, je vais être dans un bel endroit, puis on va m'aider, puis ça va être le fun. Oui, puis de concilier vacances et travail Oui. aussi, d'accepter que ben, ça vient avec son lot de défis aussi. Ah ouais, Ouais. clairement. Ouais. Clairement. Merci. Écoute, la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est qu'on a eu quelques discussions à plusieurs reprises sur une thématique qui nous tient à cœur, hein. On parle souvent de comment ça se passe dans notre univers, dans le monde de l'intervention, de la relation d'aide, du coaching, du développement personnel. Et à un moment donné, tu avais fait une publication où tu parlais de la responsabilité individuelle, hein. C'est une thématique qui est quand même assez populaire où on dit aux gens, t'es responsable de... On redonne le pouvoir, ce qui a un aspect positif quand même aux gens, dans leur guérison, dans leur façon d'évoluer. Mais ça a aussi son côté peut-être un petit peu plus sombre, ce type de phrase-là. Oui. Donc, j'aimerais qu'on en discute aujourd'hui, en fait. Est-ce qu'on est vraiment les seuls et uniques responsables de notre bien-être? Ouais, réponse courte, non, pas du tout. Mais élaborons à ce sujet-là. Puis, tu sais, toutes les phrases là, du type quand on veut, on peut. Si tu veux vraiment, tu vas t'arranger pour que ça fonctionne. Si t'en fais une priorité, ça va fonctionner. Tu sais, un peu toutes ces phrases-là. Qu'on voit beaucoup. Oui, oui, qu'on voit partout. Puis, tu sais, quand on parle de l'univers de l'intervention, tu sais, c'est toute l'industrie du bien-être au complet, là, tu sais, que ce soit dans tout ce qui est activité physique, alimentation, hygiène de vie, là, bon, sommeil, routine, tout ça, puis la santé mentale aussi, là, dans le fond, tout ce qui est intervention, même par des professionnels. Tout ça est dans la grande catégorie là, qu'on peut appeler là, tu sais, du mieux-être, du bien-être. Et ces messages-là, on les voit beaucoup, puis tu sais, disclaimer, il y a eu des moments où j'ai utilisé des phrases comme ça. Puis, je veux le dire ici parce que je veux pas qu'on démonise puis qu'on fasse comme « Oh mon Dieu, c'est pas correct d'avoir ces phrases-là ». Le problème, c'est quand c'est le seul message qu'on va marteler puis qu'on voit pas toutes les autres composantes qu'il y a autour. Parce que oui, il y a une partie qui est de la motivation puis du mindset et vouloir. C'est sûr que si je veux pas changer quelque chose, ben c'est vrai là, tu sais ultimement si je veux pas, je le changerai pas. Oui, mais il y a toutes les autres composantes, tous les autres facteurs à l'extérieur de ça qu'on voit pas ou qu'on met pas la lumière dessus, ce qui fait que si OK, moi je regarde quelqu'un peut-être qui s'entraîne 5 fois semaine, il se lève le matin à 6 heures, puis moi je me dis hey, je suis pas capable, mais tu sais en théorie si je veux, je peux, c'est ultra culpabilisant comme message au final. Définitivement. C'est C'est simpliste, ça manque de nuances. Oui. Puis ça vient généralement d'une bonne intention quand même, comme tu disais, l'objectif Ouais. étant de motiver les gens, mais c'est pas vrai que tout le monde part sur un même pied d'égalité. C'est un peu malsain d'entretenir ce discours-là parce que c'est pas vrai, là, on est d'accord. Tu sais, si on parle juste de l'idée de se lever très tôt pour s'entraîner, ben c'est ne pas prendre en considération déjà le rythme biologique de chaque Première individu chose. dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le contexte aussi. Est-ce qu'on a des enfants qui se réveillent la nuit et que là, ben ça rend difficile peut-être nous lever le matin? Continuer de cultiver le ben quand tu veux, tu peux. Fait que finalement, dans le fond, fais des sacrifices sur d'autres éléments de ta vie importants
dans le but de vouloir cette chose-là. Donc, Ouais. exemple, fais le sacrifice de la qualité de ton sommeil pour t'entraîner le matin. Ben, c'est ça. C'est que c'est réducteur et ça vient mettre un peu en compétition différents aspects aussi, puis ça néglige de regarder l'être humain dans sa globalité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on parle de contexte, là, tu sais, bon, peut-être, bon, j'ai des enfants ou, mais il y a tout aussi, la question des capacités, là, tu sais, est-ce que j'ai quelque chose au niveau de ma santé qui fait que non, tu sais, je pourrais pas m'entraîner même si je veux bien fort, tu sais, puis ce qu'on vient internaliser après, c'est que moi, si je réussis pas, je suis un échec et non, Mhm. OK, il y a plein d'autres choses autour qui peuvent expliquer que, ouais, pour moi, ça fonctionne pas. Fait que oui, quand tu dis c'est quelque chose de très simpliste, réducteur à des choses beaucoup plus complexes, mais c'est que ça va venir affecter ultimement l'estime de soi de façon majeure là, à ce niveau-là. Mais tu sais, là où on va voir l'aspect culpabilisant de ce discours-là, c'est quand on va parler d'excuses. Donc, le fait, par exemple, de dire j'ai tel contexte ou telle capacité ou que je n'ai pas, ben c'est ça qui m'empêche de. Ben, c'est là qu'on va voir ce discours-là se marteler de dire hey, c'est des excuses. Dans le fond, tu Oui, veux pas oui. vraiment. Elle est où la ligne, justement, entre le moment, parce qu'on va être quand même Ouais. honnête, là, tu sais, on en a toutes et tous des excuses, des moments où, tu sais, des fois, ça nous désaligne de ce qui est même important pour nous à certains Ouais. moments. Qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre une réflexion de, ben, écoute, c'est pas le meilleur contexte pour moi ou la meilleure stratégie pour moi versus, ah là, je suis peut-être en train de tomber dans les excuses? C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, clairement, c'est pas, c'est pas toujours découpé au couteau, mais je pense qu'il y a vraiment une question de comment le message ou comment cette obligation-là me fait sentir. Tu sais, si ce message-là ou cette chose-là que je me répète me fait juste sentir un peu comme de la boîte, puis un peu finalement alimente une émotion autour de la honte, mettons. Ça, j'ai envie de dire qu'il y a ce goût-là qui est probablement plus toxique comme message. Si on est plus de l'ordre de, ben, j'ai analysé mes besoins et voici ce qui en ressort. Puis des fois, ça arrive hein, qu'on a besoin d'un petit accompagnement externe pour faire, OK, bon, c'est-tu un vrai besoin ou c'est une excuse que je me donne, que c'est un pattern qui revient tout le temps. Tu sais, des fois, d'avoir un regard externe, puis tu sais, le jeune accompagnement, ça peut être avec un professionnel, mais ça peut être aussi de se faire challenger par des gens autour de nous. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement un accompagnement où on paye. Là. Mais ça peut être aussi aidant là, de voir est-ce que c'est quelque chose qui se répète, c'est un pattern, si c'est une excuse ou pas. Mais le ressenti lié à ça, je trouve que c'est quand même un bon Tellement. indicateur. Là. Oui, absolument. Puis de se rappeler l'importance de se poser des questions à savoir, est-ce que c'est vraiment un objectif que je me fixe pour moi parce que c'est important pour moi, parce que ça me permet d'aller là où j'ai envie d'aller, ou est-ce que c'est un objectif externe que je m'approprie dans l'espoir de paraître ceci, paraître cela, être ceci, être cela, sans que ce soit forcément lié vraiment à quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Donc, c'est sûr que si on s'approprie quelque chose d'extérieur, ben, ça se peut que ça soit aussi plus difficile de garder une motivation si on n'est pas capable de faire des liens avec nos valeurs, nos projets, nos Ouais. objectifs, notre personnalité. Exact. Puis, tu sais, des fois, ces messages-là sont un peu sous le couvert de belles valeurs, un peu que personne dit, hey, moi, la santé, je valorise pas ça, ou, tu sais, moi, comment dire, le respect de mes engagements, je valorise pas ça. Tu sais, il y a un peu un billet de désirabilité là-dedans. Il y a personne qui va dire, hey, moi, ça, la santé, je m'en fous. Mais, On va ce que tous mourir un jour, de toute façon. Ouais, Il y en a qui disent ça. oui, là, oui, c'est vrai. Tu sais, il y a l'autre extrême aussi. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, OK, tu sais, mettons qu'on ressort, hey, oui, la santé, c'est vraiment une valeur importante. Ben, il y a plusieurs façons de nourrir cette valeur-là. Tu sais, c'est-tu vraiment de se lever 5 fois semaine à 6 heures pour aller s'entraîner ou ça peut être, hey, ben, j'intègre du mouvement 3 fois dans ma semaine. Des fois, c'est une marche. Des fois, oui, c'est un entraînement le matin qui peut être intense. Des fois, c'est, je vais avoir joué avec mes enfants au parc. Tu sais, mais de se rappeler que du moment où ça devient une espèce de, là, c'est un gros mot, là, un dogme, là, mais quand c'est vraiment, là, c'est une C'est la obligation. seule façon, il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça que tu dois faire. Là, ça Ben devient ça, c'est un red problématique. flag. C'est ça, Ouais. c'est un red flag autant que si nous-mêmes, on se dit ça à nous-mêmes, mais aussi c'est un red flag que si on entend un peu ce discours-là de la part de personnes qu'on va suivre sur les réseaux sociaux ou de différentes personnes dans l'univers du bien-être, ben ça peut être un petit drapeau rouge, faire comme, ouais. Du moment où on dit c'est la seule façon, pense que là, il devrait y avoir quelque chose qui se lève et qui fait, ouais, non, esprit critique,
ici. Ça serait surprenant. Ça serait surprenant en tout cas. Tu sais, mettons on parle juste d'alimentation, ben on est d'accord que tout le monde a besoin de s'alimenter. Ça, c'est Oui, correct. Après ça, la façon le choix des aliments, l'heure, etc., comment toi t'aimes ta nourriture, ben ça, on est conscient que c'est variable pour tout le monde. Ça dépend de plein de facteurs. Parlons-en de ces facteurs-là parce que tu disais, bien, oui, OK, on n'a pas 100% la responsabilité de. On a parlé tantôt, bon, du contexte, est-ce que j'ai des enfants, nos oui, capacités. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs externes qui viennent jouer justement sur le ouais. défi que ça peut être pour certaines personnes de prendre la responsabilité de? Ouais, ben, tu sais, il y a beaucoup de facteurs externes, mais tu sais, juste, je vais faire une parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs internes aussi sur lesquels on n'a pas de contrôle, tu sais, au niveau de la biologie. Tu sais, à un certain point, oui, là, il y a certaines choses qu'on peut influencer, là, selon, bon, notre alimentation, mais à la base, il y a quand même, OK, l'hérédité, la biologie, tu l'as nommé un peu au début, là, mais si moi, mon cycle, je suis moins une personne du matin, plus une personne du soir, ça, mon poids, est-ce que j'ai des différentes, je sais pas moi, maladies ou des choses qui, ben, je t'arrête, tu sais, j'ai du diabète, là, tu sais, il y a des choses que, bon, il y a ça qui est interne, mais tout ce qui est externe, tu sais, on peut y aller plus proche de soi, notre contexte immédiat qui est notre famille, qui est, est-ce que, bon, j'habite seule, est-ce que j'habite avec d'autres personnes, comment j'ai été élevée, c'est quoi les valeurs qui m'ont été inculquées, tu sais, tout ça va avoir son importance. On grossit un peu le cercle, on va avoir aussi tout ce qui est notre réseau autour de nous. Est-ce qu'autour de moi, j'ai des gens qui sont vraiment healthy lifestyle, puis on se couche tôt, on se prépare pour un demi-marathon. Tu sais, je le caricature un peu, là, mais bon. Ou, tu sais, on est plus une gang qu'on est du genre à aller prendre un verre ensemble, puis on va se coucher plus tard. Tu sais, ça va avoir une influence. Le genre d'activité qu'on va faire avec les gens avec qui on est en relation, est-ce qu'on va être plus du genre à aller, je sais pas moi, à la bibliothèque ensemble se chercher des livres, on va être plus du genre à aller faire une fin de semaine en bateau. Je tiens un peu des exemples qui sortent un peu de n'importe où, mais tu sais, tout ça va avoir de l'impact. Puis ça, c'est les choses auxquelles on peut penser peut-être un peu plus spontanément. OK, ça, c'est mon contexte. Mais quand on agrandit un peu le cercle, puis on regarde, mais il y a tout aussi ce qui est au niveau de nos conditions socio-économiques. Puis ça, on le passe souvent sous silence, mais c'est une des choses qui a le plus d'importance sur la santé mentale, sur le bien-être. Mais si j'ai de la difficulté à me loger parce que mon taux hypothécaire a monté comme pas de bon sens, ou j'ai un logement, un petit logement dans un quartier qui est pas super parce que je peux pas me permettre autre chose. Il y a presque pas d'arbres chez nous. Ça va avoir de l'impact majeur. Oui, ben, au niveau des conditions, mais aussi au niveau des préoccupations, parce que Oui, c'est une question de priorité aussi, là. Si on se fixe l'objectif de tout prioriser dans notre vie, c'est clair qu'on va pogner un mur, là, à un moment donné. oui. Donc, peut-être que moi, temporairement, je suis tellement préoccupée à l'idée d'avoir un logement qui est sécuritaire, à mettre de la nourriture sur ma table, par exemple. Ça se peut que mon niveau d'activité physique soit pas la priorité numéro 1 sur ma liste, mettons. Disons-le. Ben oui. Fait que me faire dire que, ben, dans le fond, c'est parce que je veux pas vraiment, puis que je suis paresseuse, puis que je suis remplie d'excuses, ben, c'est de pas prendre en compte aussi tout le stress que je peux vivre par rapport à ma situation, puis justement, qu'est-ce qui fait en sorte que je décide, même si là, à ce moment-là, c'est un faux choix. C'est un faux Oui, je choix. décide de, mais c'est pas vraiment un choix. J'ai comme pas vraiment le choix de m'assurer d'avoir un toit sur ma tête puis de manger, tu sais, C'est ça. je C'est pourrais avec des choisir de m'en ressources. foutre puis me laisser mourir, là, effectivement, je pourrais. Mais tu Oui. sais, souvent, on amène la notion de choix en oubliant qu'il y a des faux choix aussi, tu sais. Ben oui, c'est ça, puis qu'il y a des ressources limitées, puis il y a une question de privilège là-dedans. Puis tu l'as nommé un peu comme ça tantôt, mais on part pas tous de la même place. C'est vrai que, tu sais, si moi, dans mes préoccupations, j'ai un toit sur ma tête, mais comme tu sais, qui a pas de bon sens, puis que j'ai de la misère à mettre de la nourriture sur ma table, si tu me parles de, oui, il faut manger plus de fruits et de légumes, mais les fruits et légumes, coudonc, un paquet de mûres à l'épicerie me coûte 5 piastres, ben ça se peut que mon choix va pas être un choix de hey, je me fous de ma santé. Mais c'est comme si je mange ou je mange pas. Exact. Puis c'est très, très égocentrique de remettre toute la responsabilité sur les individus puis d'oublier que collectivement, comme société, on a des choix à faire pour rendre ça plus facile aussi. Parce que tu le Ouais. dis, se nourrir sainement, à moins d'avoir l'espace pour faire son propre jardin, d'avoir les sous pour faire son propre jardin, avoir Oui. accès à des fruits et légumes quand tu as une réalité socio-économique difficile, c'est pas si simple que ça, là. Ça coûte
cher, ça coûte très cher le panier d'épicerie. Donc, c'est Ouais. facile de juger puis de dire, ben, tu sais, regarde comment ils mangent. Ben, tu sais, c'est vrai, OK, on n'a pas de taxes là, sur les aliments frais, mais ça reste qu'ils sont plus dispendieux quand même. Exact, tu sais, puis dans mon ancien rôle, quand j'étais au CLSC, j'avais un poste d'organisation communautaire, puis ce qu'on travaillait beaucoup à faire, c'était justement, là, de renverser un peu l'idée de, il faut renforcer les capacités individuelles des individus, mais comment on fait aussi comme société, collectivement, pour que c'est pas juste, dans le fond, de te donner de l'argent ou des bons pour que tu puisses aller à l'épicerie t'acheter des fruits, des légumes, mais c'est aussi comment on fait pour créer des environnements où on n'est pas dans un modèle juste de charité, hein, tu sais, parce que ça l'entretient un peu le « t'es pas capable de gérer tes affaires, donc je vais te donner des sous pour que tu puisses y aller ». Fait qu'on Tellement. travaillait beaucoup à développer un peu ces projets-là, puis je trouve que dans là, ma transition plus dans le domaine de l'entreprise privée, c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup à mettre plus en place, mais c'est pas évident parce que comme société capitaliste, individualiste, il y a beaucoup aussi cette ambiance-là de société qui est comme tout individu est libre de faire ses choix et tu dois faire les bons choix pour te rendre aux bonnes décisions. Fait que c'est aussi un réflexe qu'on a là, de se tourner vers ah ben c'est de ma faute à moi ou je veux une ressource individuelle pour moi. C'est une tendance pas si facile non plus là, à renverser, même Non. dans les offres de services. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose que je trouve tellement contradictoire dans les discours dont on parle depuis tout à l'heure. On a dit, OK, tu sais, fais tes choix, tu es responsable de ta vie, tu sais, c'est très individuel comme discours. Ouais. Puis en même temps, en parallèle, les mêmes personnes vont nous dire, tu es la somme des 5 Ouais, personnes ouais, les plus ouais, près ouais. autour de toi. Tu sais, on va reconnaître qu'il y a une Ouais. influence de l'entourage, que c'est important de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes autour de nous. Mais bof, quand ça nous arrange, on reconnaît plus ça, puis ça change rien. Mais tu sais, on Ouais. s'entend que l'entourage, c'est aussi comment on a été élevé aussi, c'est les valeurs familiales, c'est la transmission intergénérationnelle, c'est les Oui. traumas, tu sais, c'est beaucoup de choses que c'est pas en claquant des doigts, en se levant un matin et en disant « moi, je veux changer, je suis responsable de ma vie », qu'on va être capable de tout faire disparaître. Ça, c'est loin d'être simple. C'est beaucoup d'accumulation de couches à Oui. défaire et qui, en Oui. plus, souvent va devoir se faire accompagner et être accompagné et on va se dire les vraies affaires, un luxe. Ben oui, parce que ça coûte quelque chose être accompagné. Puis, tu sais, malheureusement, on est dans un système aussi qui va valoriser, bon, l'accompagnement en santé physique. Donc, tu sais, on regarde notre système de santé, services sociaux. Tu sais, services sociaux prennent une petite part, finalement, là, tu sais, de ce gros système de santé. Fait qu'on est beaucoup dans curatif physique. Fait que des listes d'attente au niveau plus de notre bien-être, de notre santé mentale, de l'accompagnement, ben, tu sais, c'est super long. Puis, on attend souvent là, d'être rendu vraiment comme dans Mais le quand ça va trou, devenir là, physique, finalement, oui, oui, quand la santé mentale va tellement venir déborder c'est ça. sur le corps que là, on va développer des problématiques physiques. Donc là, on va avoir du service. Puis Tu là- sais, quand on va puis se là- retrouver dans une détresse où il y a une problématique physique, là, on Ouais. va être pris en charge à ce moment-là, mais ça fait peut-être 2 ans qu'on attend d'avoir accès à un psychologue. Tu sais. Exact, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, quand tu nommais, tu sais, c'est un peu paradoxal parce que c'est les mêmes personnes qui vont nous dire, tu sais, quand on veut, on peut, tu es responsable de tes choix et tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Mais, tu sais, ça reste un peu dans le type de discours, ça reste un peu, c'est ton choix de choisir les gens autour de toi. Tu sais, ça reste Oui. encore, t'es responsable, fais tes choix. Puis ce discours-là, il est attrayant parce qu'il donne une illusion de contrôle dans une époque où c'est pas si facile que ça, là, d'avoir des bases, des ancrages, tu sais, puis c'était pas une meilleure affaire, mais tu sais, jadis, la religion donnait des ancrages. Il Des y avait une repères, ouais. organisation de la société qui disait, OK, ben, de tel âge à tel âge, on est à peu près un étudiant. Après ça, on se marie. Puis c'était pas mieux parce que c'était un carcan, puis on était enfermés. Mais là, ça l'a éclaté. Puis c'est comme si les repères, on essaie d'en trouver à l'extérieur. Puis oui, il y a une partie qui est peut-être un peu à l'extérieur. On se module au contact des autres, des valeurs, tout ça. Mais en même temps, il y a une partie que c'est vrai qu'on a besoin d'aller chercher à l'intérieur pour voir ce qui fait du sens pour nous. Donc oui, il y a une partie que c'est vrai qu'on a du choix, qu'on a du contrôle. Mais des fois, Mais- trop de choix, c'est comme pas assez de choix. Mais Tu sais, c'est ça, c'est comme, c'est on ça. est peut-être dans un autre extrême aujourd'hui où on est face à tellement de possibilités que pour beaucoup de personnes, c'est effrayant.
Je Anxiogène, me ben oui. sens figée parce que, tout coup que je fais pas le bon choix. Tout coup que finalement là, je vais là puis que c'est pas le bon chemin. Puis fait que tu sais, justement, peut-être que ça amène beaucoup de questionnements qu'il y a 100 ans, personne avait et ça a du bon, mais ça a aussi, du moins bon. Puis c'est important de le reconnaître aussi Puis que, ouais, puis c'est ça qui favorise, je pense, aussi l'espèce de terreau fertile à émerger des discours un peu simplistes de, tu sais, OK, je prends tel thé pendant 10 jours et ça va révolutionner ta santé intestinale. Ou, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais comme, je pense qu'on a besoin de choses claires, de oui, directions claires. Puis, on veut tu sais, des je sais pas réponses toi, puis des mais solutions là. oui, mais en accompagnement, on l'a souvent, cette question-là. Mais là, je fais quoi avec ça? Puis on est comme, mais non, je vais pas te dire, tu fais quoi avec ça? On va regarder ensemble, te poser les bonnes questions pour que tu arrives à tes réponses. Mais comme humain, on est à la recherche, finalement, d'une direction, puis dis-moi quoi faire. Puis ces discours-là donnent exactement cette réponse-là, quoi faire. Oui, puis c'est fâchant parfois pour nous, les intervenants, qui justement, on le Ouais. sait qu'ultimement, ça va ramener la personne probablement au même point de départ parce qu'elle va l'essayer, elle va le faire, puis je dis le même point de départ, même des fois. Pire. Pire parce que là, tu te sens vraiment encore moins bonne, moins bon. Tu sais, il y a une baisse d'estime de soi parce que tu as essayé, on t'a dit que c'était miraculeux. Finalement, il y a un échec. Puis là, ben, Ouais. éventuellement, à force de retourner en arrière tout le temps, ben, il y a une écœur en titre. Puis on se dit, ben, j'essayerai plus rien finalement parce qu'il n'y a rien qui marche. Puis on perd Exact. confiance en nos capacités, mais on perd confiance aussi en la possibilité que d'autres personnes peuvent avoir de nous aider. Donc, on demande de moins en moins d'aide et finalement, on s'isole. Bref, c'est un Ouais. cercle vicieux. Mais là, parlons-en des Oui. accompagnements, justement. Allez-y. Comment est-ce qu'on fait pour, si on a la possibilité Ouais. d'investir, d'avoir un accompagnement, que ce soit au niveau public, privé, peu importe, comment est-ce qu'on fait pour choisir une personne qui sera probablement la bonne personne pour répondre à nos besoins? C'est quoi les premières étapes? Ben, tu l'as un peu nommé dans ta question, mais comme se poser de un, c'est quoi nos besoins? C'est quoi qu'on recherche dans un accompagnement? Ça, c'est une des premières choses qui est à se poser comme question. Puis comment j'aime aussi être accompagnée, là, normalement, tu sais, j'aime mieux que ce soit quelque chose de très actif. Est-ce que je suis plus j'aime tu sais, m'écouter, réfléchir. Tu sais, il y a comme une partie aussi de qu'est-ce que j'apprécie dans un accompagnement, mais mettons, OK, ça c'est peut-être c'est plus clair. Il y a vraiment une partie, tu sais, je l'ai dit un petit peu, mais d'esprit critique à avoir. De quand on se dit: «OK, cette personne-là, elle pourrait être quelqu'un qui m'accompagne». Mettons, on a un peu ce bourgeon-là de pensée, ben, d'aller voir en quoi cette personne-là, elle est qualifiée pour m'accompagner. Puis je parle pas nécessairement juste d'ordre professionnel, là. Je sais qu'il y a un peu cette espèce de débat-là entre les gens qui sont membres d'un ordre, pas membres d'un ordre. C'est pas tant ça, moi, mon point, que juste en quoi elle est qualifiée pour m'accompagner. Parce qu'il y a des très bonnes formations, très rigoureuses aussi, qui mènent pas à un titre lié à un ordre professionnel, là. Fait que ça, c'est vraiment en quoi cette personne-là, elle est qualifiée pour le faire. Puis si c'est, là, on dirait que je marche sur des œufs, là, mais si c'est juste, entre Vas-y, guillemets, ouais, je vais y aller en foutrement vrai, c'est ça c'est le podcast. correct. Mais si c'est juste de l'expérience personnelle, du vécu personnel, ça peut avoir ses limites. Je dis pas que la personne ne sera pas éthique et rigoureuse, mais quand même d'être vigilant par rapport à ça, parce que quand on est juste dans moi je l'ai vécu comme ça, mais que on n'entend pas nécessairement la nuance dans le discours de la personne de dire ça c'est mon vécu, ça se peut que toi tu le vives pas de la même façon, mais que c'est plus moi je l'ai vécu de même, donc toujours tout le monde va le vivre comme ça. C'est à faire attention parce que C'est ça va avoir super important ce que tu oui, dis là, parce oui, que l'expérience personnelle, ça, oui, ça nous amène un bagage, oui, puis ça, tu sais, on a fait nos propres recherches, on est allé chercher des outils, etc. Mais ça reste que lorsqu'on accompagne un individu, ce n'est pas nous et que c'est d'autant plus important d'être capable de ne pas juste enseigner ce que nous, on a fait puis ce que nous, on connaît, ou si c'est la seule chose qu'on peut faire, qu'on veut faire, ben de que ce soit clair. mettre les nuances, de l'écrire avec un gros panneau lumineux. C'est Oui. ma façon, c'est ce que moi j'ai vécu, ça a marché pour moi, ça veut pas dire que ça va marcher pour toi. Donc, de ne pas le vendre comme la seule et unique recette, la vérité qui va La tout changer dans méthode, ta vie, ouais. la méthode numéro 1, là, tu sais, on le voit dans plein de domaines, parce Ouais. que justement, ça veut pas dire que la personne n'a pas été chercher de l'information pour avoir une éthique professionnelle, etc., mais je dois quand même, puis on marchera pas sur des œufs, on va dire les choses telles qu'elles sont, je dois dire que les risques sont quand même plus élevés, qu'il manque un certain bagage dans la façon d'accompagner, dans la posture d'accompagnement à une personne qui a tout appris sur le tas et qui a jamais été accompagnée
accompagner, superviser pour pratiquer ce métier-là aussi d'accompagnement. Exactement, parce que, tu sais, ce qu'on apprend quand on est dans des cursus peut-être un petit peu plus cadrés pour devenir accompagnant, que ce soit de n'importe quelle nature, on apprend aussi un processus, tu sais, pour amener un changement. C'est pas juste je vomis mes connaissances et arrange-toi avec ça, là, tu sais, il y a comme tout un cadre qu'on apprend aussi autour de ça. Puis il y a des gens peut-être qui vont l'avoir appris sur le tas, mais c'est aléatoire. C'est un peu à la discrétion de hey, moi, si je pense que c'est important ça, ben je vais me former à ce bout-là. Mais si moi je trouve que c'est pas pertinent parce que de toute façon, moi, je suis capable d'amener tel résultat ou d'inspirer de telle façon, ben ça se peut que la personne l'intègre pas ce bout-là. Mais c'est vu qu'il y a pas de cadre, ben c'est un peu libre à toi si tu veux le mettre dans ton accompagnement ou pas. Puis c'est là des fois que ça peut faire des dommages, là. Oui, parce que nous, lorsqu'on cherche une personne pour nous accompagner, souvent, on va prendre pour acquis que certaines choses sont en place, mais pas forcément. Donc, c'est important de poser des questions, de voir, ben déjà de se positionner avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes non négociables? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? Tout à l'heure, tu disais, comment j'aime être accompagnée? Bon, il y a des gens qui ne le savent pas du tout. Oui, c'est vrai. Ils l'ont jamais vécu, mais déjà, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est de ne pas s'engager tout de suite dans un processus qui est trop long. C'est de se donner la permission de... Tu sais, moi, j'ai vu des gens acheter des accompagnements sur un an quand tu n'as même pas eu une rencontre avec la personne, quand tu n'as pas... Tu sais, fait que peut-être juste de te laisser le droit d'explorer, d'aller essayer une session avec la personne. Et si la personne ne l'offre pas, pour moi, c'est un gros red flag. red flag. Si tu signes un contrat avant même d'avoir eu une première rencontre, tu sais, qui t'oblige à aller jusqu'au bout de l'accompagnement puis qui te donne aucune porte de sortie, ben c'est même pas légal de faire ça. Mais il y a des gens qui font quand même signer des contrats comme ça. Ben pour moi, c'est des red flags parce qu'on devrait être capable comme professionnel de dire, hey, ça se peut qu'autant pour moi que pour toi, finalement le fit soit pas là, puis que il y a peut-être une meilleure personne pour t'aider. Si on met pas ça dès le début, selon moi, il y a un problème éthique là. Ouais, il y a ça. Puis je pense qu'aussi un autre peut-être des red flags qui peut apparaître, en tout cas que moi je vois, c'est quand la personne que vous visez pour vous accompagner semble être experte de tout, de toutes les problématiques, comme ça se peut pas, là. Tu sais, que la personne soit experte des traumas, de l'anxiété, des relations parents-enfants, de la guérison de l'enfant intérieur. Tu sais, là, je dis un peu n'importe quoi, mais quand il y a trop d'expertise, pas j'ai déjà accompagné quelqu'un comme ça, mais dire là, ça, c'est toutes mes zones d'expertise, ça en fait là, de la lecture et de la formation continue à avoir sur des sujets, là. Écoute, marchons sur des œufs. Ah, bon, marchons. Ah, quand tu vas sur le site de l'Ordre des psychologues, ah oui. et que tu cherches un psychologue, je l'ai fait récemment pour ma fille, ben il y en a des psychologues là, qui ont coché toutes les cases sans exception de tous les accompagnements. Puis pour moi, c'est quelque chose qui m'amène la suspicion, là, tu sais. Ouais. Mais encore là, il y a des nuances, dans le sens où ça dépend. La personne peut être une excellente accompagnante, peu importe ce que tu vis, peu importe ta problématique. Ça dépend toujours de l'objectif de la personne. Si tu veux vraiment être accompagné avec une approche spécifique reliée à ta problématique, là, peut-être que c'est surprenant qu'une personne se dise expert à ce niveau-là de toutes les problématiques, parce qu'on a rarement assez d'une vie pour acquérir toute cette expérience-là. Ça reste que moi, ça me questionne aussi, je vais être honnête avec toi, puis on voit que c'est aussi chez des professionnels très qualifiés qui ont ce réflexe-là de dire, moi, je peux tout faire. Puis je pense qu'il y a un côté très humain aussi, surhumain, de se faire croire qu'on peut tout faire et d'atteindre nos propres limites à un moment donné en disant, puis moi, je l'ai déjà vécu en expérimentant, de dire, ben oui, je peux accompagner cette personne-là, puis finalement de faire comme, ah non, sais-tu, je me sens pas bien, mais d'avoir la responsabilité de me retirer plutôt que de dire non, moi, je suis une surhumaine, puis je peux tout accomplir. Tu sais, une certaine conscience de soi là, pour ça, puis tu sais, ça peut faire mal à l'ego hein, de faire, je pensais être capable, mais finalement, non, c'est ma limite, puis d'avoir le courage et l'éthique hein, de le nommer à la personne qu'on accompagne, ça, c'est aussi quelque chose d'important.
que je pense que certaines personnes ne font pas assez, certaines personnes dans le domaine de la relation d'aide, là, mais c'est pas garant d'un titre professionnel, là, tu sais, Non, comme tu le absolument nommes pas. très Moi, je l'ai bien, vu. c'est ça. Je l'ai vu, j'ai accompagné beaucoup d'intervenantes et qui m'ont amené cette réalité-là où ça peut être difficile de se retirer. Tu sais, on parle dans le public, par exemple. On n'a pas le choix des personnes qu'on accompagne, puis on peut pas tant facilement se retirer d'un accompagnement. Ouais, Dans non. certains milieux, peut-être, qu'on va nous permettre de changer de professionnel, etc. Mais des fois, on se Non, sent pas vraiment tant, pas tant. coincé. Pas tant. Ah, puis tu sais, ça dépend de la région où tu habites, là. Des fois, il y en a 2, puis l'autre, tu la connais, là. Tu sais, moi, j'ai travaillé un petit peu en Gaspésie, là, puis c'est comme tu la choisis pas, ton intervenante, tu choisis celle que tu connais pas personnellement, là. Fait que, tu sais, non, mais c'est vrai, là. Celle qui n'est pas la cousine de l'autre, Mais là, puis non, de... mais c'était ça pour vrai. Fait que, mais tu sais, Ouais. c'est ça aussi, de prendre en compte le contexte c'est pas juste, mettons, la personne, elle a pas voulu s'aider, elle a pas choisi d'avoir de l'aide. Il y en a une qui fit pas pantoute, puis l'autre, elle la connaît. C'est comme, c'est un faux choix, encore une fois, là, tu sais. Puis je trouve que c'est le fun que je le nomme de même, parce que on a l'impression que c'est peut-être juste dans le domaine privé et lucratif, mais ce discours-là, un peu culpabilisant de si tu veux t'aider, aide-toi, il est présent aussi dans différentes instances, que ce soit public ou Absolument. privé ou communautaire, là. Mais là, je trouve que ça fait un beau lien avec les valeurs aussi. Mhm. Donc, peu importe le diplôme que tu as, le milieu dans lequel tu évolues, Ouais. il y a aussi une question de valeurs, de croyances. Et c'est des croyances qui ont la vie dure, selon moi, qui découlent d'une vision un peu de performance, Ouais. dans laquelle on est ancré pas mal comme société. Tu l'as dit, individualiste, capitaliste, etc. Là, on ne fera pas un épisode sur ça spécifiquement. Il y en aurait long à dire. Ouais, c'est Hein? ça. Mais, fait que ça veut dire, peu importe le milieu, on a ce genre de discours-là. Fait que c'est pour ça que quand on parle de red flag, là, ça s'adresse pas juste à des gens qui n'ont pas forcément de diplôme. Pas Je en pense tout. que c'est important, peu importe le type de professionnel vers qui on va, quand on a le luxe de pouvoir choisir, ce qui n'est pas toujours le cas, de se demander si cette personne-là, il y a un alignement avec nos valeurs, est-ce qu'elle peut nous amener là où on a envie d'aller, est-ce qu'on est confortable avec son approche, etc., de ne Ouais. pas avoir peur de poser des questions et de se donner la permission de se retirer, tu sais, d'arrêter de se Oui. sentir mal, là. Oh mon Dieu, tu sais, je vais flusher ma psy, comment elle va le Ouais. vivre, tu sais, je veux Ouais. dire, Ouais, non, ça mais se c'est peut ça, qu'elle parce soit que fâchée, là, oui, mais ouais, t'as raison. Puis tu sais, en même temps, il faut se demander, là, tu sais, pour qui on l'a fait cette démarche-là, là? C'est-tu pour plaire à notre psy ou plaire à notre intervenant, ou tu sais, ou à la personne qui m'accompagne, qui flash sur les réseaux sociaux, là, tu sais, peu importe, parce que des fois, je trouve qu'aussi, il y a certains accompagnements qui tiennent un peu c'est vrai que c'est quasiment gourou, là, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui colle les shots, puis tu sais, je vais suivre peu importe ce qu'il fait, mais tu sais, ça c'est une autre histoire, là. Mais de pas se contenter de c'est mieux que rien, parce que, tu sais, je le sais que des fois, on entend ça un peu parce que c'est tellement difficile d'avoir accès à un professionnel de la santé mentale ou à quelqu'un qui nous accompagne, que ce soit au niveau financier ou juste, même il y a des gens qui ont de l'argent, là, puis qui trouvent pas parce qu'il y a des listes d'attente partout. Tu sais, c'est pas vrai que des fois, c'est mieux que rien. Des fois, ça peut empirer si c'est pas un bon fit, ou si c'est une personne, finalement, qui nous fait sentir comme de la merde à chaque rencontre, là. absolument, qui ne met pas le filet de sécurité aussi. Moi, j'ai entendu des histoires où on ouvrait des portes parce que, Les laisser tu sais, ouvertes. oui, puis on les laisse ouvertes. La personne part, est en larmes, ça y prend 3 semaines de se remettre de son rendez-vous, puis après ça, elle revient, puis ça, tu sais, pour moi, ça, c'est comme, il faut installer un cadre, peu importe Rien. qu'on soit massothérapeute, qu'on soit Prof de psychothérapeute, méditation. prof de méditation, etc. Fait que des fois, il y a des pratiques qui sont maîtrisées d'un point de vue technique, mais Ouais. on oublie d'installer le cadre sécuritaire de l'individu qui va venir pratiquer ça et qui a peut-être pas ton expérience, ton background à toi, puis qui sait pas quoi faire pour demeurer en sécurité, puis nommer quand il se sent pas bien, puis quand la limite est là, parce qu'il l'a jamais fait. C'est sûr que c'est difficile de savoir c'est quoi nos limites quand on n'a pas expérimenté quelque chose. Donc, le professionnel a un peu un rôle aussi de poser les questions à la personne pour s'assurer qu'elle est toujours bien, que Oui, sa limite est respectée, que oui, ses puis attentes sont c'est ça. répondues. C'est ça. Puis, tu sais, en fin de rencontre, tu sais, un green flag, là, tu sais, pourrait être, tu sais, quelqu'un en fin de rencontre qui vous dit, bon, on a parlé de ça, tu sais, comment tu repars, comment tu te sens avec ça, tu sais, si ça va pas d'ici notre prochaine rencontre, tu sais, c'est quoi un peu
c'est quoi le plan de match pour toi? Puis qu'à la prochaine rencontre, ouais, hey, on s'est dit des grosses affaires la semaine passée ou il y a 2 semaines. Est-ce que tu as l'impression que c'est allé un peu trop loin, que tu te sentais un peu tout seul avec ça? Tu sais, des questions de cette nature-là, pas juste creuser pour essayer de te faire avoir des ha-ha moments puis que un peu flatter l'ego de la personne qui accompagne, mais un coup que ces portes-là sont ouvertes, qu'est-ce que la personne qui t'accompagne fait avec ça? Et ça nous ramène à notre question de départ. Est-ce qu'on a 100%, tu sais, la responsabilité individuelle de notre bien-être? Ben ça, c'est un indice que non, en fait. Non. Les gens qui nous accompagnent ont aussi une responsabilité envers nous, Ouais. qu'on se sente bien dans notre accompagnement. Et c'est manquer de conscience professionnelle que de se dire, ben regarde, c'est ses émotions, c'est son problème s'il se sent pas C'est bien. ça. Moi, je fais... Puis j'en ai vu des professionnels de toutes sortes, là, même avec des bagages et des diplômes, faire comme sentir mal le patient, le client, de ne Mais pas apprécier, par exemple, le moment ou de ne pas permettre le reflet. Par exemple, j'ai pas aimé telle intervention ou, tu sais, donc C'est bref, ça. Puis oui, il y a des nuances, tu sais, ça se peut que des fois, ça soit confrontant ce que la personne nous amène, mais c'est pas parce que c'est confrontant que c'est pas éthique, c'est plus après ça, comment la personne reprend, la personne qui accompagne reprend ce bout-là qui a été confrontant. C'est pas juste de te laisser avec « Hey, t'es confronté, lâche-toi ma belle », mais plus de... c'est pas mon problème. Ben c'est ça, tu sais, si ça fait pas ton affaire, va-t'en, là, tu sais, mais ouais, c'est plus après ça, OK, ça a l'air d'avoir été confrontant pour toi. Parle-moi de ce que tu dis là avec ce qu'on vient de te dire, ce qu'on vient de se dire, là. Je pense qu'il y a un beau parallèle à faire dans toutes nos relations où, Oui. oui, il y a une part de responsabilité individuelle, mais il y a une part de responsabilité collective aussi dans la relation où je suis, oui, responsable d'exprimer mes besoins, mes limites, mais j'ai aussi la responsabilité de m'intéresser aux besoins et aux limites de l'autre si j'ai envie de créer cette relation-là et de voir où est-ce qu'on peut trouver notre centre à tous les deux pour que dans le meilleur des mondes, les besoins et limites de chacun soient le mieux respectés possible. Si on est juste comme, ben, c'est ton problème, si tu as ces besoins, ces limites-là, moi je m'en fous, je change pas, je fais pas d'efforts. En me mettant juste sur la responsabilité individuelle, ben il y en aura juste pas de relation, là, on se mentira pas, là. Ça marchera pas, là. C'est sûr que ça va être dans la confrontation, le conflit continuellement, puis ça peut pas fonctionner tant au niveau professionnel qu'individuel dans nos relations avec nos proches, là. Exactement. Puis tu sais, je suis tout le temps prudente quand j'ai des épisodes ou des articles que j'écris à ce sujet-là parce que, tu sais, là, on parle de responsabilité individuelle, puis je trouve que en tout cas, dans les solutions, dans les réflexions qu'on apporte, des fois, on reste un peu dans le domaine de « OK, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Puis qui reste, en fait, une partie de responsabilité individuelle. Puis je trouve que il y a comme une responsabilité collective qui est plus difficile à adresser parce que c'est vrai que les leviers collectifs, on les a pas nécessairement. Tu sais, je pense entre autres à de l'implication citoyenne, à des fois, tu sais, même de faire bouger des choses au niveau politique. Puis je dis ça en ayant tout à fait conscience que, ben, c'est une grosse machine, puis c'est beaucoup plus facile de voir qu'est-ce que je peux faire à petite échelle. Puis c'est vrai qu'à petite échelle, ça fait aussi un ripple effect, puis si tout le monde fait des choses à petite échelle, ça vient changer le collectif. Mais reste que, il y a des leviers qui sont dans les mains du gouvernement sur plein de choses, puis ça coûte plus cher à agir sur le collectif, peut-être, ou en tout cas, ça a l'air de coûter plus cher parce que ça donne pas des résultats directs, puis on est dans une ère de résultats directs, puis j'ai investi 100 000 $, ça m'a redonné combien, combien de personnes qui ont pu être traitées avec ça, versus quand on est en mode promotion, puis on est en mode collectif, mais on pourra pas nécessairement quantifier tout ce qu'on va avoir évité parce qu'on va avoir investi de ce côté-là. Fait tu sais, c'est un peu plate parce qu'on dirait je suis un peu en conclusion de, ben, il y a de quoi qui est au-dessus de nous quand même. Oui, puis il y en aura toujours, je pense, tu as absolument raison, mais moi, je pense qu'il y a une graine qu'on peut semer pour avoir un impact dans le collectif et c'est nous, à notre échelle, peu importe les individus qu'on a devant nous, c'est de s'intéresser à eux et d'ouvrir le dialogue. Donc, justement, de sortir de notre individualité, de genre, ben, je suis de même qui s'arrange, c'est pas mon problème, tu sais, moi, je ferai pas d'efforts. Take me as I am or watch me as I go. C'est comme, OK, peut-être que ça peut être intéressant que tout le monde essaie de faire un pas vers l'autre et c'est probablement l'impact qu'on peut avoir d'un point de vue individuel qui, quand on ouvre le dialogue avec une personne qui est devant nous pour écouter ce qu'elle a à nous dire, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses limites et qu'on fait un pas pour être dans le respect d'eux, ben cette personne-là, ensuite, ça lui donne envie de faire la même chose avec d'autres personnes autour d'elle qui vont faire la même chose avec d'autres personnes autour d'elle. Donc, ça a un impact éventuellement.
Je comprends que c'est peut-être pas comme petit coup de baguette magique, tout est réglé, tout le monde communique de façon saine et responsable. Non. Mais quand même, moi, je vois cette différence-là dans les accompagnements. Mes clientes qui vont me dire, Oui. par exemple, « Hey, j'ai osé dire non » ou « J'ai osé mettre ma limite », puis ça l'a donné un peu la permission à l'autre personne de faire la même chose avec aussi. moi. Ouais. Wow! Ben, juste ça, comme, est-ce qu'on peut juste, comme, se respecter les autres? Ultimement, ça a l'air très simple, mais ça reste quelque chose qui est un défi constant. Oui, simple n'égale pas facile, tu sais. Absolument. Ah, on aurait pu continuer vraiment Ouais. longtemps comme ça, mais j'ai envie de te poser une dernière question. Quand on est aidant, quand on est dans la relation d'aide, justement, Ouais. ben oui, on a une responsabilité envers la personne qu'on accompagne. Comment est-ce qu'on prend soin de nous aussi, de notre individualité, de nos besoins, de nos limites dans cette posture d'accompagnement-là? Ouais. Ben, c'est un peu je trouve que c'est un peu les mêmes, entre guillemets, conseils que je donnerais à quelqu'un aussi qui veut consulter, mais c'est d'être à l'écoute, finalement, tu sais, besoin de se donner de l'espace puis du temps pour pouvoir le faire. Tu sais, puis je dis de l'espace, tu sais, parce qu'on peut avoir tendance à se mettre 10 rencontres dans la même journée, back à back, mais d'un peu pratiquer ce qu'on enseigne aussi aux gens qu'on va accompagner, mais peut-être d'intégrer quelques moments blancs dans notre semaine, qu'il n'y a rien de prévu, on verra ce qu'il y a là, de se donner de l'espace pour avoir ce recul-là, parce que si on est en mode toujours pilote automatique, on n'a pas le temps de l'analyser ce qui se passe pour nous. Puis, ben, on pourra pas honorer nos besoins si on n'est même pas en mesure de savoir c'est quoi nos besoins parce que tout va trop vite, là. Tellement. Si tu avais une baguette magique, là, puis que tu avais la possibilité de faire changer d'idée des gens sur une chose qui est importante pour toi, ce serait quoi? Oh! Non, mais là, j'en veux 3, 4, 5, 6. Non, juste une. Tu sais, quelque chose de fondamental. Tu dis, hey, je donne un coup de baguette, là, puis j'ai plus jamais besoin de répéter ça, puis de m'ostiner, puis de faire comprendre ça, parce que c'est rendu une idée collective, acceptée, comprise. C'est une adaptation d'une citation que je trouve tellement puissante, mais c'est pas un signe de santé d'être très bien adapté dans une société profondément malade. Wow! Ouais, non, j'adore. Wow. Ouais. C'est pas forcément bon signe que tu sois suradapté, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que ça vient toucher à plein de choses, la question de qu'est-ce qui fait du sens pour soi, les valeurs, les normes sociales, les re-questionner. Fait que ça touche à plein de choses, puis je trouve que ça résume bien ce que j'aimerais qu'il change sur une baguette magique, là. J'adore. Où est-ce qu'on peut te retrouver la clinique autrement, et qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois? Ben, vous pouvez nous trouver tout le monde sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, c'est Clinique Barre-en-Bas Autrement, simple comme ça. On a le podcast Parlons-en Autrement qui roule aussi sur les plateformes d'écoute. Petite pause en ce moment là pour l'été, pour respecter mes besoins justement. Sinon, cliniqueautrement.com sur les internets, tout est là. Puis, ce qui s'en vient pour nous cette année, je dirais qu'on veut assumer encore plus le côté autrement, de mettre encore plus de l'avant les services qui sont peut-être moins traditionnels quand on pense à la santé mentale. Donc oui, à la base, on a tous nos services de consultation individuelle de couple, mais c'est de plancher là, tout ce qui est sur atelier et tout ce qui est promotion de la santé mentale positive, qui est un gros dossier parce qu'au final, ben ce qui est plus classique quand on pense à la santé mentale, c'est la consultation. Fait qu'on travaille fort sur notre marketing à ce niveau-là, mais tout est sur nos réseaux sociaux, tout est sur notre podcast pour savoir ce qui s'en vient. Ça nous ferait plaisir que vous joigniez à nous. Alors, à toi qui nous écoutes, si tu as une question à poser, tu as envie de poursuivre la conversation avec moi, avec Charlie Maude, n'hésite pas à nous écrire sur les réseaux sociaux ou par courriel ou à laisser un commentaire sous l'épisode. Ça va, et je parle un peu pour toi, Charlie Maude, mais sans doute nous faire plaisir de discuter, d'échanger parce que c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire une différence. Longue vie à votre mission, Charlie Maude, tellement importante. Continuez de faire rayonner la santé mentale positive sur les réseaux sociaux et merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai bien hâte là, de propager ce message. Je vous souhaite de prendre soin de vous le plus possible et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois.
Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.